6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Ernet. Marguerite Caton, je vous salue. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Encore une QDJ NGT. Et oui, ça va bientôt devenir un genre à part entière, les QDJ NGT, les questions du jour consacrées aux nouvelles techniques génomiques. Jeudi dernier, dans un premier épisode, on s'est penché sur les promesses associées à ces nouveaux OGM. Ce matin, nous allons parler des risques. Nous sommes en compagnie de Céline Druet, la directrice adjointe de l'évaluation des risques à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Bonjour madame. Bonjour. Commençons par un petit rappel. Les OGM traditionnels reposent sur la transgénèse pour modifier la propriété d'une espèce. On introduit dans son génome un gène issu d'une autre espèce. Exemple, le maïs Monsanto résistant au glyphosate, obtenu grâce à l'introduction d'un gène issu d'une bactérie du sol. Pour ce qui concerne les nouveaux OGM, comment les fabrique-t-on ? Alors, effectivement, vous avez parlé de la transgénèse. Il y a aussi deux autres méthodes qui étaient connues au début des années 2000 pour obtenir des variétés végétales. Donc, les premières, c'était les sélections classiques, le croisement entre variétés. Et la deuxième, les mutations aléatoires. On utilisait donc un agent physique ou un agent chimique qui allait donc engendrer une mutation et ensuite on allait sélectionner la mutation avec le caractère désiré. Et puis sont arrivées début des années 2000 de nouvelles techniques qui étaient donc beaucoup plus précises et qui donc beaucoup plus précises en termes de modification et qui pouvaient aller jusqu'à l'insertion ou le remplacement par exemple d'une base ou de plusieurs paires de bases à des endroits très spécifiques du génome. Et donc, le système le plus connu, c'est CRISPR-Cas9, qu'on appelle ciseaux moléculaires. Oui, le CRISPR-Cas9, on en a parlé la semaine dernière. On a un brin d'ARN qui guide, une enzyme qui coupe, et ensuite, l'édition se répare, et on a donc une modification du génome. Donc, on voit qu'on n'a plus nécessairement recours à une espèce étrangère. Toute la question actuelle est de savoir s'il faut considérer ces nouvelles plantes comme des OGM ou comme des plantes conventionnelles. Ça peut sembler anecdotique, une simple question de définition, ça l'est pas, parce que derrière, ça emporte toute la question de la réglementation européenne. C'est ça, Céline Druet. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, les OGM, donc de manière générale, sont encadrés par une directive européenne qui a été élaborée en 2001. Et donc qui a pour objet d'avoir une autorisation de mise sur le marché. C'est-à-dire que pour tout OGM qui est utilisé sur le sol européen, on a une demande d'autorisation de mise sur le marché et on évalue les risques sanitaires et les risques environnementaux liés à l'utilisation de cet OGM. Donc, les nouvelles techniques génomiques sont arrivées et on se demande si finalement, est-ce qu'elles doivent remplir les mêmes encadrements ou non. Est-ce que finalement, il y a plus de risques, moins de risques que les OGM classiques, en fait, les OGM transgéniques, les plantes transgéniques. Et dans ce contexte, la Commission européenne a commencé à trancher. Au mois de juillet, elle a décidé de distinguer deux catégories de NGT, l'une qui serait assimilée aux plantes conventionnelles, l'autre aux OGM. Sur quels critères s'est-elle fondée ? Alors, elle a procédé à une approche moléculaire. Donc, je dirais que le critère général, c'est finalement sur le nombre de modifications génétiques. Donc, en dessous de 20 modifications génétiques par rapport aux parents, on considère que c'est une plante de catégorie 1 et qui n'est pas soumise aux requis nécessaires, donc pas d'autorisation de mise sur le marché. En deçà de 20. En deçà de 20. Voilà. Et au-delà, on bascule dans l'autre catégorie, côté OGM, avec une réglementation assez stricte. Une réglementation qui peut être allégée puisque toute la réglementation actuelle ne peut être appliquée aux nouvelles techniques génomiques. Mais malgré tout, une évaluation de risque et une autorisation de mise sur le marché. Et début février, le Parlement européen s'est prononcé en faveur de ce projet de la Commission. Et c'est alors que l'ANSES a publié la semaine dernière un rapport sur les risques liés aux plantes NGT. Disons-le tout net, Céline Druet, vous allez à l'encontre de la Commission. Il vous semble nécessaire d'évaluer tous les plants. Vous récusez la pertinence de ces deux catégories européennes ? Alors, notre approche est différente. Donc, on est parti plutôt sur une approche sur le risque. Pour nous, la question était de savoir est-ce que les prérequis actuels pour l'évaluation des OGM devaient être adaptés ou non à l'évaluation de ces nouvelles techniques génomiques. Et donc la réponse est oui, elles doivent être adaptées. On voit bien qu'il y a certaines plantes qui sont par exemple qui miment en fait des modifications qui existent déjà
et pour lesquels la sécurité est bien connue, on peut aller vers une évaluation des risques qui est allégée. Mais pour d'autres, qui utilisent, parce que ça peut être le cas, du matériel génétique étranger, on va vers une évaluation des risques qui est exactement la même que celle qui est requise aujourd'hui. Et les risques vous semblent de deux ordres, si j'ai bien compris. Il y a d'abord les risques liés à l'outil lui-même, les ciseaux CRISPR-Cas9, on en a parlé, qui sont peut-être moins précis qu'on ne le dit. Alors, ils sont très précis, mais il peut y avoir aussi des mutations qui sont dites hors cible, qui sont hors de la cible qui était visée, et qui peuvent entraîner effectivement des modifications du génome, et puis des conséquences. Alors, je peux par exemple vous parler d'une des conséquences sanitaires, qui peut être une modification de la composition biochimique, et qui peut avoir pour conséquence une toxicité, des problèmes d'allergie, ou encore une modification de la composition nutritionnelle de la plante. Ces risques qui sont d'ordre théorique ou on les a identifiés dans certains plans déjà expérimentés? En fait, on a travaillé sur une analyse de la littérature et sur des cas de plantes qui ont été développées. Et effectivement, on a retrouvé des modifications de la composition. Et avec des effets de toxicité? Avec des effets, de potentiels effets de toxicité. Et c'est fréquent ou non? On est sur des cas très particuliers limites dans la littérature, ou au contraire, à chaque fois qu'on a des NGT, on se rend compte que, au-delà des gènes précisément visés par les ciseaux CRISPR-Cas9, il y a des modifications du génome hors de la cible, et qu'à chaque fois, on va vers des risques de toxicité? Quelle fréquence à peu près? C'est difficile de donner des chiffres, c'est peu fréquent. Malgré tout, ça prouve bien qu'il faut, pour chaque NTG, pouvoir évaluer ce risque-là d'avoir une modification de la composition et donc les conséquences qui peuvent aller derrière. Bien sûr, et ça c'est le premier risque qui est d'ordre sanitaire. Le second, il est lié à la biodiversité. Qu'est-ce que vous craignez? Alors on a effectivement identifié des risques environnementaux qui sont finalement pas radicalement différents des risques qu'on peut avoir pour les OGM dits transgéniques. Par exemple, le flux de gènes. Donc on peut avoir un flux de gènes de notre plante NTG qui sera cultivée vers une espèce cultivée aussi, ou alors vers des espèces dites sauvages. Donc on peut avoir comme ça des modifications en fait de la biodiversité. Et un autre trait aussi qu'on peut retrouver, un autre risque qu'on peut retrouver, c'est cette mise en culture, finalement, elle peut aussi favoriser l'utilisation de certains herbicides, parce que certains NTG auront pu être rendus résistants à certains herbicides. Ou alors, on peut voir apparaître une résistance de certains pathogènes ou de certains insectes qui ont été ciblés par ces techniques. Merci beaucoup Céline Druet. Je rappelle que vous êtes la directrice adjointe de l'évaluation des risques à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Merci.